plaisir de recevoir Jamal Chaouri, que j'invite à nous rejoindre, et qui va prendre la parole. Donc tu peux rester avec moi, Jamal Chaouri, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, est professeur à Polytechnique Montréal et à l'UMCSP. Il a à son actif un certain nombre de brevets, tous les uns plus intéressants que les autres. Et il a, l'année dernière, je ne sais pas si vous étiez là, il avait fait une présentation très intéressante sur la transformation des déchets en dollars. Donc c'est une formule magique. Si vous êtes sympa, il peut vous la donner. Aujourd'hui, Jamal va parler puisqu'on est sur cet événement de la complexité, sur le rapport entre l'ingénierie et la complexité au sein de l'entreprise. Ensuite, nous aurons Stina Snoupsel qui va nous rejoindre et Hassan Ghazeli. On aura une petite discussion entre nos trois invités. Donc, c'est Jamal. You prefer this one? Okay. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Merci pour les organisateurs, merci Saad, merci Reda, merci Fouad pour votre invitation. Donc je vais vous parler on parle bien sûr dans toute cette conférence-là du complexe, et moi je vais essayer de vous parler comment au fait les compagnies gèrent cette complexité. Alors au fait j'ai eu un plaisir fou à préparer cette présentation et en même temps un challenge. Un plaisir fou parce que c'est toujours agréable d'être ici puis vous en parler. Un challenge parce que je voulais véritablement trouver une complexité scientifique, bien évidemment. Là, on parle de complexité scientifique qui nous entoure, qui vous entoure, qui nous entoure tous, dont on n'explique pas très bien les origines, on n'arrive pas à la quantifier, et malgré tout, on construit et on produit à l'échelle industrielle. Donc j'ai fait un choix, en fin de compte, sur deux complexités scientifiques que je vais vous présenter ici. Et ensuite, on va regarder comment ces complexités-là, comment ces deux phénomènes-là s'intègrent dans la production et le design industriel. Alors, le premier complexe que j'ai choisi, et c'est assez évident, ce sont les particules. Particules, lorsqu'on fait vos cours, je me rappelle, lorsque vous avez des cours en engineering, on parle toujours des particules sphériques, etc. Les particules, c'est excessivement complexe. Alors, ici, j'ai retenu deux petits exemples. Un couscoussier, j'imagine que vous tous, vous vous êtes posé la question, comment ça se fait que les trous d'un couscoussier sont beaucoup plus grands que le couscous, en quelque sorte. Et quand vous versez, si jamais vous préparez le couscous, j'espère que vous le faites, parce que c'est tout un plaisir aussi, quand vous mettez le couscous à l'intérieur du couscoussier, il y a les premières particules se déversent, traversent le distributeur, mais ensuite, à un moment donné, ils ne traversent plus. Alors, c'est tout simplement, c'est un pont qui se construit et c'est un phénomène assez bien connu maintenant, assez bien expliqué. Le deuxième phénomène, j'ai pris cette photo-là ce week-end à Casablanca, donc au bord de la mer. Et le deuxième phénomène, qui est beaucoup plus complexe, qui est encore pas très bien expliqué, c'est que si vous marchez sur la partie humide, la partie vraiment humide de l'océan, et vous marchez et vous pressez votre pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'au lieu, comme vous comprimez, normalement l'eau doit sortir autour de votre pied. Mais c'est exactement l'inverse qui arrive. C'est exactement cette photo-là. Donc vous voyez ici, vous voyez ici autour du pied, ça s'assèche et en fin de compte, c'est une structure qu'on forme sous le pied qui est beaucoup plus poreuse et qui fait en sorte que l'eau pénètre sous votre pied, ce qui fait que le tour se sèche et quand vous enlevez votre pied et l'eau ressort, c'est extrêmement contre-indicatif ou contre... en fait, on ne conçoit pas très bien ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ce phénomène? Alors, c'est quoi le lien entre qu'on écrit avec un craie sur un tableau qui est CaCO3, oxydation mélangée avec un peu de silice, et un
un petit lézard qui est bien connu qui s'appelle gecko. C'est quoi le lien entre les deux? Alors, il y a bien un lien qui est le suivant. Je vous donne, merci beaucoup, qui est aussi qu'on voit assez souvent lorsqu'on prend, par exemple, une tasse de lait, par exemple, puis on verse du chocolat très, très, très fin. Le chocolat n'arrive pas à se disperser. Hein, vous le savez, n'arrive pas à bien se disperser. Par contre, si vous prenez, par exemple, du café en grains, vous le mettez dans du lait, ça se disperse très, très bien. Et en fin de compte, c'est tous les phénomènes que j'ai mentionnés, c'est la même chose, ce sont les fameuses forces de Van der Waals. Alors, ces fameuses forces de Van der Waals, apparemment, c'est connu, prix Nobel Van der Waals, c'est un Hollandais, prix Nobel 1910, c'est bien connu, etc. Alors, en fin de compte, ce n'est pas juste des forces de Van der Waals, elles sont un peu plus complexes. C'est des forces faibles, électrostatiques, qui sont faibles. Mais faible, ça ne veut rien dire. Faible par rapport à quoi? Au fait, ce qui est fondamental, et je ne veux pas rentrer dans des détails scientifiques, à moins qu'il y ait des questions, au fin de compte, faible par rapport à quoi? C'est par rapport au poids d'une particule. Lorsque vous prenez le poids d'une particule et vous regardez les forces interparticulaires, type Van der Waals, c'est ce rapport-là qui est important. Et même si ces forces-là sont faibles, plus la particule diminue de taille, plus le rapport, les forces de Van der Waals sur son poids devient important. Et là, on se retrouve avec des complexités énormes. Et incroyable, on ne sait pas mesurer ces forces-là. Nous ne savons pas les mesurer dans des particules. On ne sait pas faire. De plus en plus, l'industrie, vous savez, on se dirige vers la production des particules fines, on se dirige même vers la production des nanoparticules, où encore ce rapport-là est encore beaucoup plus présent, et ce qui explique d'ailleurs, lorsque vous avez des particules très très fines de chocolat, ça ne se disperse pas parce que l'eau n'arrive pas à pénétrer, à casser ces forces interparticulaires entre les particules. Alors que si vous avez du chocolat, du café en grains, donc en granules, la force dans ce cas-là interparticulaires sont beaucoup plus faibles que le Mg, que la particule, puisque c'est un agglomérat, et donc l'eau arrive simplement à traverser à travers ces particules-là. Et au fait, si on regarde le fameux lézard, il y a une intrigue scientifique qui a duré de très longues années. C'est comment ce petit lézard puisse monter à la verticale avec des vitesses qui sont de l'ordre de centimètres par seconde. Et au fait, on a découvert, ça fait pas longtemps, on a découvert que sur chacun de ses pattes, il y a des sétules, donc en forme de fractale, et chacune, donc il y a une infinité, sur chaque patte, il y a à peu près 6,5 millions. Et ça, c'est des forces de type Van der Waals qui lui permet véritablement de monter et d'avoir des vitesses extrêmement grandes. Donc voilà le secret de ce truc-là. Alors, ces forces-là sont quand même, c'est un problème ouvert. Donc on ne sait pas mesurer, on ne sait pas travailler avec des particules fines. Ils s'agglomèrent, ils posent énormément de problèmes, ils posent extraordinairement de problèmes. Et qu'est-ce qu'on en fait? On construit des réacteurs industriels. À gauche, vous avez un lit fluidisé. À l'OCP, par exemple, on utilise ce réacteur-là pour la calcination. C'est un réacteur fluidisé de diamètre, je pense, 10 ou 12 mètres de diamètre, avec une hauteur de 30 mètres. Alors qu'on utilise des particules fines, et fines, de plus en plus fines pour des raisons catalytiques, etc., donc de plus en plus fines, dont les forces interparticulaires ne sont pas accessibles, et donc le comportement vraiment pose énormément de problèmes. On utilise aussi, vous savez, vous utilisez tous le ciment, des ciments, des fours rotatifs, il y en a d'à peu près d'une longueur de 100 mètres, et puis on utilise des particules excessivement fines, les ciments doivent être des particules très très fines, donc les forces interparticulaires sont énormes et ça pose un énorme problème. Alors qu'à la base, le système, on ne sait pas mesurer ces forces interparticulaires qui sont bien connues depuis longtemps, mais on ne sait pas les mesurer, on ne sait pas les quantifier.
Deuxième complexité, j'ai choisi une bulle, des bulles. Alors, on commence par le début. Une bulle dans l'eau. Une bulle dans l'eau. Alors, c'est à gauche, c'est une bulle dans l'eau. Ah, c'est connu, ça, une bulle dans l'eau. N'importe quel aquarium, il y a une bulle dans l'eau. Au fait, actuellement, quand on lance 1000 bulles à l'intérieur d'un système comme ça, il y a à peu près 10% des bulles qui vont avoir une vitesse beaucoup plus grande que des bulles qui ont des vitesses plus lentes. On ne sait pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Une bulle dans de l'eau qui est un liquide newtonien. Alors, si ces deux bulles, hein, il y a tout un phénomène qui se passe. Vous voyez la bulle, comment elle monte, et ces bulles-là peuvent interréagir, ils peuvent coalescer, former des plus grandes bulles. La bulle peut se détacher, peut se rediviser, etc. La taille des bulles est-elle importante? Oui, imaginez que vous avez un aquarium, vous avez un poisson. Pourquoi vous mettez de l'oxygène ou de l'air dans l'aquarium? C'est pour que l'eau puisse absorber une partie d'oxygène pour que votre poisson puisse survivre. Imaginez maintenant que le poisson arrive à capter l'oxygène d'une manière très, très, très rapide. Si vous ne lui fournissez pas assez d'oxygène, il va mourir. Alors, si imaginez, au lieu d'un poisson, vous avez une réaction chimique qui demande énormément d'oxygène, les bulles, la quantité de bulles, leur dimension devient excessivement importante. C'est grâce à ces bulles-là qu'on transfère de l'oxygène, par exemple, ou de l'air, qu'on transfère de la phase gazeuse à la phase liquide, etc. Donc, ça, c'est une bulle, deux bulles dans un liquide newtonien. Alors, si vous avez un liquide non newtonien, puis ça, je me suis amusé quand même à faire ça, ça, c'est un liquide non newtonien de type, par exemple, réo-épaississant. Ce que ça fait, c'est que lorsque vous cisaillez, la viscosité augmente énormément. Donc, quand vous prenez, c'est des fécules de maïs, pour faire une expérience très simple chez vous, vous prenez du fécule de maïs, vous le mélangez avec de l'eau, mélangez, ça devient un liquide non newtonien, ça veut dire que la viscosité dépend du cisaillement, c'est ça ce que ça veut dire. Et quand vous cisaillez, vous prenez un marteau, vous cisaillez très très vite, la viscosité augmente énormément. Alors que si vous allez lentement, on peut traverser. Il y a des liquides qui se comportent exactement de l'inverse. On peut traverser la mer si elle était comme ça. Sur la pointe des pieds, vous pouvez traverser, mais en courant par exemple. Il faut cisailler avec un cisaillement très grand. Donc ça, si vous imaginez imaginez un mélangeur industriel, 10 mètres de diamètre, 10 mètres de hauteur, vous cisaillez, vous mélangez. On comprend très très bien qu'au bout de pale, par exemple, vous avez un certain cisaillement. Le cisaillement le bout de pale, c'est différent. Donc la viscosité est complètement différente partout à travers. Donc c'est excessivement complexe. On ne sait pas faire. Mais malgré ça, alors si vous regardez des liquides comme ça non newtoniens, les bulles commencent à s'agglomérer. Donc au lieu de faire des petites bulles avec beaucoup de transferts, on fait des plus grosses bulles avec beaucoup moins de transferts. Donc ça pose énormément de problèmes industriels. Mais on en fait des réalisations industrielles. On en fait. Ça, c'est une colonne à bulles. Donc vous avez un gaz, un liquide et un solide. Des particules fines, très très fines, qui servent de catalyseur. C'est pour Fischer-Tropsch, la réaction de Fischer-Tropsch, pour faire du biodiesel, par exemple, à partir d'un gaz de synthèse. Pour faire diamètre 10 mètres, hauteur 60 mètres. Ce procédé-là, pour démarrer ce procédé-là, ça a demandé une dizaine de mois, juste à démarrer. Donc, on ne connaît pas une bulle, on rajoute un liquide, de l'eau, on rajoute un liquide non newtonien, on rajoute des particules fines, où il y a des forces interparticulaires, etc. Alors, imaginez la complexité de ça. Si vous regardez ici, c'est un fermenteur. Un fermenteur, on produit énormément de choses à l'intérieur d'un fermenteur. On parle de diamètre à peu près 8 mètres et d'une hauteur de 70 mètres. Et localement, il y a des choses que nous ne connaissons pas, absolument pas.
Mais on en fait d'une manière industrielle. Ce qui m'amène, alors, et bien sûr, les conditions opératoires sont complètement folles. Vous pouvez avoir des colonnes à bulles pour les traitements, ça c'est pour Zaki, pour traiter du pétrole très très lourd. Vous avez besoin d'hydrogène. La température va être autour de 200-250 degrés Celsius, atmosphère 400 atmosphères, colonne 60 mètres, et tout ça c'est rempli avec de l'hydrogène. Et localement, on ne sait même pas ce qui se passe. Alors, les gaz peuvent être de l'hydrogène, peut être du CO2, l'absorption. Si vous regardez ce qui se passe pour séparer, par exemple, les absorptions, pour séparer le CO2, on utilise des colonnes d'absorption, ensuite d'absorption. C'est des unités qui sont cette taille-là. Là aussi, on parle de gaz, liquide, solide, etc. Liquide, ça peut être des liquides extrêmement visqueux, newtoniens, des particules fines, moins de 20 microns, donc les forces interparticulaires sont énormes. Ensuite, le réacteur Fischer-Tropsch que vous voyez, la moitié du volume, et il y a un échangeur de chaleur. Donc, il y a une interaction solide qui est sur l'échangeur de chaleur, les particules, aussi bien des gaz, etc. Donc, c'est complètement fou. Vraiment fou. Alors qu'à la base, il y a plein de choses que l'on ne sait pas, qui sont excessivement complexes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on manage ça? Alors, c'est ma deuxième partie. Qu'est-ce qu'on fait malgré toute cette complexité, malgré tout ça, on produit. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, j'ai divisé ma deuxième partie en 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter, et malheureusement, on ne nous enseigne pas assez. Il y a énormément d'erreurs qui sont faites dans la conception. On ne nous enseigne pas ça. Énormément d'erreurs. Alors, je vais montrer deux exemples. Malheureusement, c'est toujours les mêmes parce qu'il y a des problèmes d'avocats, etc. Chaque compagnie a, bien sûr, des confidentialités, puis ils ont énormément peur de montrer les choses qui n'ont pas fonctionné. Alors ensuite, je vais parler ma vision. Qu'est-ce qu'on fait dans le passé? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ma vision personnelle, je partage avec vous, elle vaut ce qu'elle vaut. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Ça va être ma conclusion. Alors, premier exemple, donc il faut accepter l'erreur parce que ce qu'on fait est extrêmement complexe, incertain. Alors ici, c'est un procédé de DuPont. C'est la fabrication de THF pour faire de l'ICRA. L'ICRA, c'est un tissu qu'on utilise beaucoup parmi les sports. Et la première réaction, c'est du butane qu'on fait réagir avec, pour faire butane avec l'oxygène, non pas pour brûler, mais pour faire de l'anhydride malique, peu importe. Alors, c'est un procédé assez complexe qui a démarré en 80. Alors, vous voyez, développement, pilote, design, etc. Ça a duré à peu près 300 millions de dollars. 300 millions. Ça a été construit au nord de Gijón, au nord de l'Espagne, à Gijón. Donc, l'unité, c'est ça. Le réacteur principal, il a une hauteur de 50 mètres. Ils ont amené la plus grande grue d'Europe pour pouvoir installer ce réacteur-là. Et donc, c'est ça le procédé. Ça n'a jamais fonctionné. J'étais là, on l'a fait exploser. Donc, vous avez des images extraordinaires. Et donc, ça fait boum, on l'a fait exploser parce que ça n'a jamais fonctionné. 300 millions. Ça, c'est le prix à payer de nos méconnaissances lorsqu'on travaille avec du complexe. C'est le prix à payer. Alors, deuxième exemple, un exemple québécois. Donc, exemple québécois, donc on voulait, vous connaissez l'industrie au Québec, il y a le problème de la serpentine, c'est du asbestos, comment vous dites ça en français? L'amiante, problème de l'amiante. Donc, déchets de l'amiante, c'est un gros problème, l'amiante. Comment produire du magnésium à partir des déchets de l'amiante? Donc, le projet, rapidement, a démarré en 85.
laboratoire 20 millions, l'unité pilote 20 millions plus 5 millions d'opérations. Le coût du procédé devrait être à 720 millions. Ça a coûté 1,3 milliard. 1,3 milliard. Jamais fonctionné. Jamais fonctionné. Donc, effectivement, ça vient du fait que la complexité qui est derrière. Alors, voilà. Alors, pourquoi c'est si compliqué? Alors, d'abord, un succès commercial, il ne faut pas se leurrer, on part de 3000 idées pour en tout cas pour Dupont, on part de 3000 idées pour un succès commercial, et entre les deux, là, vous voyez 1,2, 2 unités industrielles donc en opération. Donc, on parle de 3000 idées. Juste avant le succès commercial, il y a 2 unités qu'on construit, dont une qu'on va réussir commercialement. Donc, parce que c'est le prix à payer, parce qu'on a du complexe, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais malgré tout, on va de l'avant. Et lorsque vous avez une usine qui travaille et qui produit des particules extrêmement fines, le temps de démarrage, d'obtenir la production nominale, il est entre 2 et 4 années. Pourquoi? Parce qu'on parle des forces interparticulaires les particules vont peut-être s'agglomérer, il va y avoir des problèmes de circulation, on va voir que sais-je. Il y a énormément de problèmes qui sont autour, et certainement nos procédés sont loin d'être optimisés de toute façon. Alors ensuite, maintenant en disant que vous avez votre procédé, mais pas tout le procédé qui est nouveau. Il y a juste une partie ou 2 parties qui sont nouvelles. Mais même avec ça, si vous regardez ici ce tableau-là, et il est fait pour plusieurs unités industrielles, lorsque vous connaissez tout, vous l'avez déjà fait, je ne sais pas moi, une centaine de fois, le temps de démarrage, c'est une unité, 1 sur 1, c'est adimensionnalisé. Mais dès que vous avez une seule unité dans votre procédé qui est nouvelle, qui repose sur une nouvelle technologie, vous doublez le temps d'opération pour atteindre la production nominale. Et tout ça, c'est le prix à payer, effectivement, à cause de nos connaissances, à cause d'abord la complexité du phénomène en question, et puis ensuite nos connaissances qui sont limitées, et donc c'est le prix à payer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment fait-on pour faire ça? Je m'excuse de qualité de ce slide. Ce slide-là est extrêmement intéressant. Alors, il montre une production, une capacité de centrale thermique, peu importe, en fonction du temps. Et ce que vous voyez, c'est que la première courbe que vous voyez, pour construire une unité, par exemple, de 300 mégawatts, on ne peut pas construire d'exactement 300 mégawatts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une unité pilote, ensuite une plus grande, ensuite une plus grande, ensuite une plus grande. Et donc, c'est toute une croissance qu'il faut jusqu'à atteindre 300 mégawatts. Parce qu'il y a énormément d'incertitudes et énormément de complexité qu'on camoufle par une unité qui va ressembler à l'unité d'avant, mais un peu plus grande. Donc, on prend un risque, mais le risque est très calculé, et je vais revenir sur ça. Alors, vous voyez, la deuxième courbe, elle est plus intéressante, elle est aussi tout aussi intéressante que la première, parce que l'élévation étant un exponentiel, ça lève encore beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce qu'on a appris pas mal de la première technologie, on a appris pas mal, on a pris plus de temps, c'est plus étalé dans le temps. Là, on a appris beaucoup, donc on est capable, on revient d'abord au départ, mais on est capable d'aller plus rapidement parce qu'on a accumulé un savoir-faire qui n'est pas détaillé, qui est grossier. Alors, quelle est la tendance actuelle? La tendance actuelle, c'est que moi, je suis au laboratoire, là, je me dirige vers l'échelle industrielle. Ce qu'on faisait avant, au fait, l'industriel, c'est qu'on se mettait proche de l'unité de la taille de l'unité industrielle. Et donc, l'extrapolation était
plus facile, je dirais, même si on ne connaissait pas les détails de plusieurs phénomènes qui étaient extrêmement complexes, c'est clair, mais on fait par comparaison, pas avec une connaissance profonde scientifique. C'est par comparaison qu'on augmente la taille. Maintenant, ça coûte très cher pour faire ça. Donc la tendance actuelle, c'est d'aller vers la gauche et de réduire l'unité pilote. Mais ça a un coût. Ça a un coût, c'est le savoir qu'il faut développer. Et ce savoir-là est excessivement important et il doit être fait par qui? Et ça, c'est un gros problème. Par qui? Le savoir d'extrapolation qui va nous sauter à la figure prochainement parce qu'on a diminué la taille des unités pilotes à cause des coûts. Et donc, il y a un savoir pour extrapoler ces procédés-là. Il fait où? Alors, je pris l'exemple de Total pour les procédés avec lesquels j'ai travaillé depuis de longues années. J'ai des fois plusieurs chaires avec Total. Et les dirigeants de Total, en tout cas la production, ils me disent, vous savez pourquoi on fait de la recherche? J'ai dit, ça m'intéresse. Pourquoi vous le faites? Ben, ils me disent, on ne va jamais développer un procédé. C'est trop risqué. On fait de la recherche pour 3 raisons. Pour optimiser nos propres procédés, et bien sûr, l'intelligence artificielle, elle pose un problème là-dedans parce qu'il n'y a pas assez de données. Les données ne sont pas riches. Lorsqu'on fait une unité industrielle, on l'a fait pour travailler dans un certain régime. Et donc, il n'y a pas assez de fluctuations, il n'y a pas assez de flexibilité sur les données. Donc, on fait de la recherche pour optimiser nos opérations. Et bien sûr, vous avez bien vu que les opérations sont loin d'être optimales. Ensuite, pour acheter intelligent, donc lorsqu'on s'adresse à un vendeur typique, on a fait de la recherche, on a fait nos exercices locaux, et puis là, on est capable de bien répondre, bien situer, orienter la compagnie vers un choix éclairé, je dirais. Et la troisième raison pour laquelle Total ait fait de la recherche, c'est parce qu'ils ont remarqué qu'il y a un transfert excessivement intéressant entre les chercheurs et les opérateurs, et donc les opérateurs peuvent devenir chercheurs, les chercheurs peuvent devenir opérateurs, donc ils ont vu qu'il y a un intérêt. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est ils sont en train d'externaliser la recherche, donc ils ont créé une vingtaine de chaires, dont j'en ai une moi-même, donc c'est ça qui est en train de se passer. Et actuellement, véritablement, l'industrie, à mon avis, est en train de se chercher qu'est-ce qu'on fait comme recherche et développement, parce qu'on est en face de problèmes extrêmement complexes. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se chercher. Si on fait le parallèle de ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, ces dernières années, les 10 dernières années, les industries pharmaceutiques, ils ont à peu près... J'ai accéléré, désolé. Les industries pharmaceutiques ont fermé leurs centres de recherche, les uns après les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs chercheurs en voyage, en découverte. Allez-y, regardez qu'est-ce qui se passe dans les open research, dans la recherche ouverte, dans les congrès, dans les universités, etc. Et puis de regarder qu'est-ce qu'on fait, et puis ils essayent d'acheter ces compagnies-là juste avant les essais cliniques, parce que ça coûte très cher, les essais cliniques, donc acheter les startups, etc. Donc, mais l'industrie, si on regarde ce qui se passe comparativement à l'industrie pharmaceutique, elle est véritablement en train de se chercher. Et conséquemment, si vous regardez ce qui se passe même dans cette université, c'est la première, il y a plusieurs universités qui ont été créées par des compagnies. Il y a, par exemple, au Brésil, en Corée, mais c'est la première fois qu'une compagnie transfère complètement sa recherche à l'intérieur d'une université, et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que on est visionnaire, on va voir qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui se passe actuellement, parce qu'on est en train, cette recherche-là, cette complexité-là, elle est excessivement, elle coûte très cher, et donc il y a des risques à prendre, et qui va prendre le risque? Alors là, je suis presque fini. Alors qui c'est qui va prendre le risque? Donc les gens disent toujours, je clarifie toujours ça, ils disent que les compagnies d'engineering vont prendre le risque. Pas du tout.
Pas du tout. Ils vont pas prendre le risque. Ils font ce qu'on appelle du boilerplate design, du design conventionnel qu'ils savent faire depuis longtemps. C'est ça ce qu'ils font les compagnies d'engineering. Parce qu'il y a des très gros risques. Comme vous avez vu, il y a des coûts qui sont exorbitants, qui sont intégrés là-dedans. Ils ont plus la possibilité de copier-coller et de faire une centaine d'unités à travers le monde parce que localement, il y a une acceptation locale, il y a la matière première locale qui peut-être diffère. La matière première se complexifie et donc les procédés ne peuvent pas être copiés de l'un à l'autre. Donc on ne peut plus faire, en créant un procédé, on va faire une centaine. Donc, ils ne prennent pas le risque. L'acceptation sociale est importante, l'acceptation, les ressources locales, il va falloir utiliser, je ne sais pas moi, si un procédé avant, il a été développé en Occident, on utilise beaucoup d'eau, par exemple. Arrivé au Maroc, l'eau est une denrée rare, donc on ne peut pas copier un procédé comme ça, il faut falloir repenser tout le procédé, etc. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Alors l'OCP, ce qu'elle a fait, dans toutes les universités, on sait qu'on a des TRL de 1 à 3. On sait qu'à l'échelle industrielle, on regarde des TRL peut-être 7 à 9. Et donc c'est ça ce qu'on a créé ici à l'université même, créer une unité qui est unique au monde, en fait, dans le monde occidental, qui essaie de faire des TRL 4 à 6 et qui est véritablement au service des professeurs et des chercheurs, que ce soit d'ailleurs à l'UM6P au Maroc ou même peut-être par une extension pour l'Afrique. Alors, pour ma dernière transparence, alors pour le futur, alors qu'est-ce qui va arriver? Je n'ai pas de boule de cristal, alors j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Alors j'ai mis plein de contraintes qui sont à gauche. La matière première se raréfie, c'est clair. Et se complexifie, ça c'est indéniable. On a des déchets à ne pas finir. Nos déchets, il va falloir les réutiliser comme matière première. On sait que le transport de ces déchets pose énormément de problèmes, mais on ne peut pas passer les déchets à travers des frontières. Donc il va falloir créer de l'industrie locale. On parle de process electrification pour diminuer les émissions de CO2. On parle de l'intensification de procédés. Bien sûr, on parle d'économie circulaire. On parle il faut utiliser les sources locales et il faut utiliser les politiques locales. Il faut l'acceptabilité sociale, etc. Tout ça fait en sorte que mon impression, c'est qu'on va diriger vers deux directions. La première, on va continuer à avoir des unités, des grandes unités, c'est le besoin, par exemple, de l'OCP, mais on va de plus en plus vers des unités qui sont distribuées et j'en suis convaincu qu'on se dirige lentement vers cette situation-là. Merci beaucoup pour votre attention.